Le verre métallique vibrait entre les doigts chauffés d'Hiroshi Tanaka alors qu'il apportait à ses lèvres la première gorgée d'un coq froid. Le liquide sucré et effervescent est descendu à travers sa gorge sèche comme un rayon rafraîchissant. Autour des compagnons de captivité semblaient étonnés alors que les gardes américains distribuaient des hamburgers en papier, des parties généreuses de copeaux en carton et des bouteilles de soda qui scintillaient comme de l'ambre liquide sous le soleil brûlant du désert enneigé. C'était en août 1945, et ces hommes, qui pendant des années croyaient que leur destin devait mourir au nom de l'empereur, est tombé sur quelque chose de beaucoup plus dérangeant que la défaite militaire, la première expérience de l'opulence américaine, un aperçu d'un univers si loin de sa réalité qu'il pourrait bien être une autre planète. L'ancienne marine impériale japonaise Tanaka, il s'était préparé à la mort ou à la torture lorsqu'il a été capturé à la bataille des Philippines. Il n'a jamais imaginé qu'il finirait par s'asseoir à une table nique-nique sur le terrain de McCoy dans le Wisconsin, en regardant des soldats américains jeter des sandwichs en deux dans des poubelles pendant que lui et ses compagnons ont reçu des repas plus loin que de nombreux civils japonais depuis des années. Le choc culturel était si intense que certains prisonniers ont initialement refusé de manger, convaincus que l'abondance était un poison ou un piège psychologique élaboré. Mais cette histoire va bien au-delà des hamburgers et des sodas. C'est la rencontre explosive entre deux mondes radicalement opposés, un forgé de rareté, d'honneur et de sacrifice, un autre façonné par l'abondance, l'efficacité et la production de masse. Lorsque les prisonniers japonais sont entrés dans les domaines de détention américains pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne connaissaient pas seulement la captivité, ils avaient le premier contact avec une culture de consommation qui, des décennies plus tard, transformait non seulement leur pays d'origine mais le monde entier. C'était en 1942, et la guerre du Pacifique a traîné les deux nations à un tourbillon de violence qui récolterait des millions de vies. Pour le Japon, ce conflit a été une lutte pour la survie contre l'impérialisme occidental, une guerre sacrée dans laquelle la mort était préférable à la remise. Le code de Bushido, profondément enraciné dans la culture militaire japonaise, a enseigné que la capture n'était pas seulement une défaite personnelle, mais une place en l'honneur de la famille et des ancêtres. Ce n'était pas une simple rhétorique, c'était une croyance tellement rotante que de nombreux soldats ont choisi le suicide pour faire face à la honte de la prison. À travers l'océan, les États-Unis ont mobilisé une puissance industrielle sans précédent dans l'histoire. Les usines qui produisaient auparavant des voitures fabriquaient désormais des réservoirs et des avions. Les chaînes de montage, autrefois dédiées aux biens de consommation, ont été adaptées pour générer des instruments de guerre. Mais ce qui a été vraiment impressionné, c'est la façon dont l'armée américaine a révolutionné même l'alimentation de leurs troupes et de leurs prisonniers. Le contraste ne pourrait pas être plus brutal. Alors que les soldats japonais portaient du riz et des boules de poisson sèches, lorsqu'ils ont eu la chance de recevoir des aliments, beaucoup ont survécu à ce qu'ils pouvaient choisir dans les forêts ou voler à l'ennemi. Son équipement a été improvisé, ses lignes d'approvisionnement s'étendaient de manière précaire pendant des milliers de kilomètres d'océan. Ils se sont battus avec la férocité de ceux qui croyaient que leur âme dépendait de la victoire, mais luttaient épuisés, affamés et de plus en plus désespérés. Les forces américaines avaient une machine industrielle capable de produire non seulement des armes et des véhicules, mais un flux sans fin d'aliments transformés, de boissons en bouteilles et de produits manufacturés. Le même pays qui avait inventé la chaîne de montage et la production de masse a maintenant appliqué ces innovations à la guerre à l'échelle mondiale. Lorsque les soldats américains sont allés à la bataille, ils ont pris Karaty avec eux. ONS avec des barres de chocolat, des cigarettes et du café instantané. Alors qu'ils ont mis en place des prisonniers, ils ont transporté tous les appareils de la culture de la consommation américaine, y compris la restauration rapide et les boissons gazeuses qui laisseraient bientôt leurs captifs japonais béants. La première vague importante de prisonniers japonais a commencé à arriver en garde à vue après la campagne Guadalcanal entre la fin de 1942 et le début de 1943. Ils n'étaient pas des soldats brisés ou démoralisés, comme les commandants américains étaient peut-être attendus. Beaucoup étaient des troupes d'élite, les marines navales, les parachutistes et les aviateurs qui avaient mené les premières victoires japonaises dans le Pacifique. Ils avaient conquis Singapour, Hong Kong et les Indes orientales néerlandaises. Ils avaient bombardé Pearl Harbor et dominé les mers des Philippines aux îles Salomon. Soudain, les prisonniers ont été vus sur une terre qui semblait fonctionner par des règles complètement différentes. L'étonnement a commencé au moment où ils ont été traités. Le sergent Yukio Matsumoto, capturé lors des combats à Seppan, décrirait plus tard son repère avec le traitement médical qu'il a reçu. Les médecins américains ont effacé mes blessures avec des documents que je n'avais jamais vus, a-t-il rapporté dans des entretiens d'après-guerre. Il y avait des bandages emballés sous vide, des flacons en verre avec des étiquettes et des instruments imprimés qui brillaient comme de l'argent. Au Japon, même nos hôpitaux militaires manquaient de fournitures de base. Là, tout semblait infini.
Mais c'est la nourriture qui les a vraiment perplexes. La doctrine militaire américaine de la Seconde Guerre mondiale a priorisé le maintien de prisonniers sains et bien alignés, pour des raisons pratiques, bien sûr, car les patients ont exigé plus de ressources, mais aussi dans le cadre d'une plus grande stratégie, démontrer la supériorité américaine. Les conventions de Genève ont établi un modèle minimal, mais les champs américains l'ont souvent dépassé dans un long chemin. Pour de nombreux Japonais, le premier repas américain dans la garde américaine a également été le premier contact avec les aliments industrialisés américains, viande en conserve, fromage transformé, pain blanc doux et sucré, un contraste absurde avec les grains durs et durs auxquels ils étaient habitués. Cependant, rien de mieux ne symbolisait cet abîme culturel que Coca-Cola. En 1943, la boisson faisait déjà partie de l'identité militaire américaine que la société avait installé des usines d'embouteillage près des bases importantes et même dans les zones de guerre. Pour les soldats américains, c'était un avant-goût de la maison, pour les prisonniers japonais, il était presque incompréhensible, une boisson sans valeur nutritionnelle, consommée uniquement par le plaisir, et pourtant abondante même en période de conflit. Le lieutenant-commandant Saburo Hayashi, abattu sur les îles Marshall, vivrait avec Lively son premier contact avec la vie dans un champ de prisonniers américains, ils nous ont conduits dans un endroit qui ressemblait à une petite ville. Des rangées parfaites de bâtiments avec de l'électricité, de l'eau courante et des rues pavées. Cigarettes fumées à l'aisée. Une capacité industrielle et logistique si écrasante qu'elle a tourné vers l'acte de nourrir les prisonniers dans une démonstration du pouvoir. Ce n'était pas seulement le montant, mais la qualité de l'abondance qui a impressionné. Alors que l'Empire japonais a eu du mal à garder ses troupes avec du riz moisi et des aliments secs, les Américains ont servi des repas chauds 3 fois par jour, avec des desserts qui ressemblaient à un rêve, des puddings crémeux, des tartes à croûte dorée, de la crème glacée qui fondait dans la bouche comme de la neige à Tokyo. Chaque fourche était un rappel cruel à quel point le Japon était éloigné, non seulement militairement, mais dans sa propre compréhension de ce qu'il voulait être une puissance moderne. Les prisonniers les plus perspicaces ont rapidement réalisé que ce n'était pas une générosité occasionnelle, mais une stratégie calculée. Les Américains ne nourrissaient pas seulement les corps, ils étaient esprit rééduqué. Chaque hamburger mâché, chaque gorgée de Coca-Cola froide, chaque film hollywoodien projeté dans les salles des champs était une leçon silencieuse, c'est l'avenir. Et vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Le lieutenant Mitsuo Fuchida, célèbre pour avoir dirigé l'attaque de Pearl Harbor, avouerait des années après qu'il était dans les prisonniers, pas sur les champs de bataille, qu'il comprenait vraiment la défaite du Japon. Nous n'avons pas perdu contre des armes supérieures, a-t-il écrit dans ses souvenirs. Nous avons perdu dans une civilisation qui avait dominé l'art de transformer les ressources en pouvoir et le désir en réalité. Et le plus dérangeant ? Cette machine d'abondance n'a montré aucun signe de ralentissement. Alors que le Japon coulait de rareté, avec des civils mangeant des coquilles de pommes de terre et des soldats qui meurent de faim dans les jungles du Pacifique, les Américains semblaient capables de créer de la richesse à partir de nulle part. Les usines qui ont produit des chars ont également fait des réfrigérateurs. Les mêmes navires transportant des troupes transportaient des oranges fraîches de Californie. Même leurs déchets étaient luxueux, des canettes en métal vives, des emballages colorés, de la nourriture reste qui, à Osaka, aurait nourri une famille pendant des jours. Pour les hommes habitués à sauver le dernier grain de riz, voir un soldat américain jeter un demi-sandwich, c'était comme regarder un sacrilège, ou une exposition de force si absolue que même la faim méritait une considération. Mais il y avait quelque chose encore plus corrosif que l'abondance matérielle, l'indifférence avec laquelle il était distribué. Les gardes n'ont pas agi comme des bourreaux, ni comme des bienfaiteurs. Ils ont agi comme si cette opulence était l'état naturel des choses, comment nourrir les prisonniers avec des restes d'un système si riche qu'ils n'ont même pas réalisé leur propre excès aussi évident que la respiration. Et c'est exactement cette normalité qui a brisé les dernières résistances. Comment rivaliser avec un ennemi qui n'avait même pas à rivaliser ? Comment surmonter une guerre contre une nation qui pourrait se permettre d'être généreuse sans même s'en remarquer ? Les terrains de prisonniers américains n'étaient pas seulement des installations militaires. C'étaient des laboratoires d'un nouveau monde, où le Japon, avec sa discipline spartiate, son culte sacrifice, sa croyance en la supériorité de l'esprit sur la matière, a été confronté à une réalité implacable, l'avenir appartenait à ceux qui dominaient la logistique du bonheur. Et tandis que les prisonniers avalent leur dernière fierté avec les hamburgers, beaucoup ont commencé à se demander, si c'était la défaite, à quoi ressemblerait la victoire ? Réévaluer non seulement la force matérielle des États-Unis, mais l'essence même du pouvoir au XXe siècle. Ce n'étaient plus ceux qui pouvaient résister à plus de privations, mais qui pouvaient générer plus de prospérité et le distribuer avec une précision presque mécanique.
chaque bouteille de Coca-Cola à jeter à moitié, chaque plateau de hamburger servi sans cérémonie, chaque boîte de cigarettes distribuée comme s'il s'agissait de papier toilette, était une leçon silencieuse. L'Amérique ne gagnerait pas parce que ses soldats étaient courageux, mais parce que son système était plus implacable. C'était une machine de guerre déguisée en machine de bonheur, et son efficacité ne connaissait pas les frontières entre civils et militaires, entre le luxe et la nécessité. Pour des hommes comme le capitaine Sato, cette révélation n'est pas venue comme une foudre, mais comme une marée lente et inévitable. Il avait été formé pour voir la discipline comme la plus grande vertu d'une armée, mais maintenant il a vu que la discipline américaine était d'un autre ordre, pas d'obéissance aveugle à un code d'honneur, mais une soumission volontaire à un système aussi bien que les déchets sont devenus une démonstration de force. Lorsque le chauffeur de Coca-Cola lui a dit, avec le sourire, que l'usine où ces bouteilles ont été produites travaillait 24 heures par jour, 7 jours par semaine, Sato a senti que quelque chose se casse à l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'échelle qui le rendait stupéfait, c'était la normalité. Au Japon, un Fabre Ika opérant sans s'arrêter serait un exploit héroïque, célébré dans les journaux et les discours. En Amérique, ce n'était que mardi. Et puis est venu le coup final, la perception que ce même système qui a nourri les prisonniers avec des restes d'abondance incompréhensibles était le même qu'à ce moment même, réduisait les villes japonaises en cendres. BE-29 n'étaient pas seulement des bombardiers, ils étaient l'autre côté de la même médaille qu'il a payé pour un excédent dans les prisonniers. La logistique qui a livré des glaces aux soldats de gamme était la même qui reconstituait les porte-avions du Pacifique. L'Amérique ne combattait pas une guerre, elle opérait une, avec la même efficacité du froid avec laquelle elle a géré ses lignes de production. Chaque bombe qui est tombée sur Tokyo était en quelque sorte payée avec le profit des bouteilles de Coca-Cola vendues à Détroit. C'est dans ce contexte que de nombreux prisonniers ont commencé à comprendre, avec un mélange d'horreur et de fascination qui avait été vaincu avant le premier coup. Le Japon pourrait avoir des samouraïs, mais les États-Unis avaient des ingénieurs. Ils pourraient avoir des bushido, mais l'Amérique était juste à temps. Alors que les officiers japonais se débattaient toujours s'il était déshonorant de se rendre, les Américains avaient déjà transformé leur propre idée de se rendre en un processus bureaucratique efficace, des formes en triple, des repas chauds, des chambres chaudes. La défaite n'était pas une tragédie, c'était une procédure. Et le plus cruel de tous, ils n'avaient pas besoin d'humilier leurs ennemis pour prouver leur supériorité. Laissez-les vivre, même pendant un bref instant, dans l'équipement américain. Parce qu'à la fin, il n'y avait pas de propagande plus puissante qu'un prisonnier japonais, après 3 mois de manger du bacon et des œufs chaque matin, regardant le ciel et sachant qu'à la maison, sa famille avait faim. La victoire ne serait pas marquée par des drapeaux ou des défilés, mais par une séduction calme et irrésistible d'un système qui a même transformé la défaite en une leçon d'efficacité. Et quand la guerre s'est finalement terminée, beaucoup de ces hommes, ceux qui ont survécu pour raconter à la narration avec eux une vérité qui ne les abandonnerait plus jamais, l'avenir n'appartenait pas à ceux qui sont morts pour leurs idéaux, mais à ceux qui pourraient les faire en série. Et l'Amérique, ils savaient maintenant, c'était la seule nation au monde qui avait dominé cet art. Assister n'était pas seulement un produit du hasard ou de la chance, mais le résultat d'un système qui a transformé même les gestes les plus simples en cours de puissance. Ceux qui sont rentrés chez eux ont porté avec eux plus que les souvenirs d'une guerre perdue, il était sûr que l'avenir serait écrit par ceux qui dominent l'art de multiplier le pain, de boire et, surtout, de rêves. Le Japon qui les a reçus était un pays de cendres, mais aussi de possibilités. Entre les décombres de Tokyo et d'Osaka, les rapatriés ont trouvé une nation qui, malgré la défaite, a toujours été impulsée d'une détermination obstinée. Mais maintenant, cette détermination ne s'est plus transformée en guerre, mais à la reconstruction. Et ici, encore une fois, l'Amérique s'est révélée non pas comme un ennemi à craindre, mais comme un modèle à étudier. Les hommes qui avaient appris à apprécier les hamburgers et les sodas dans les domaines des prisons ont rapidement réalisé que les mêmes principes, efficacité, normalisation, accès en masse, pourraient être la clé pour ressusciter leur patrie. Ce n'était pas une coïncidence que, dans les années suivantes, les usines japonaises ont commencé à adopter des techniques de production en série inspirées du modèle américain. Même si les rues des villes une fois dévastées montreraient fièrement les mêmes symboles d'abondance qui semblaient auparavant exclusifs à l'ennemi. Coca-Cola, qui avait été une curiosité dans les camps de prisonniers, est devenue une icône de la reconstruction, un signe que le Japon pourrait non seulement récupérer, mais pourrait le faire sans abdiquer son identité, juste la réinventer. Et donc, ce qui a commencé comme une leçon est. Les champs de détention sont devenus une révolution silencieuse. Les hommes qui avaient combattu l'Amérique avec des épées et des kamikazes la combattent maintenant avec des lignes de montage et des innovations. Plus comme des soldats,
mais en tant qu'ingénieur d'un nouveau Japon, un pays qui, paradoxalement, ne pouvait que renaître parce que ses anciens ennemis lui ont montré que la vraie force n'était pas dans la capacité de détruire, mais de créer. En masse. Sans limite. Et surtout, pas de retour. Ce qui a été témoin dans les camps d'arrestation n'était pas seulement des produits, mais un système entier de pensée en action. L'efficacité qui les avait béantes, la prospérité occasionnelle qui semblait presque obscène dans leur abondance, toutes sont devenues le moule de l'après-guerre du Japon. Les hamburgers et les boissons gazeuses qui ont autrefois choqué des prisonniers affamés ont été les premiers ambassadeurs culturels à franchir la ligne de ressentiment. Déjà dans les années 1950, Coca-Cola a été mise en bouteille sur le sol japonais, et le dîner de style américain s'est multiplié comme symbole d'une nouvelle ère. Les anciens ennemis étaient devenus des disciples impatients, déchiffrant les codes d'une abondance qu'ils ne connaissaient autrefois que comme un spectacle lointain. Et certains de ceux qui ont autrefois taché des incroyants les sandwichs enveloppés de papier sont devenus les architectes du nouveau Japon. Les entrepreneurs qui ont soulevé des empires sur les principes de production de masse et de normalisation observés parmi les fils barbelés. D'autres sont devenus maîtres, enseignant les générations suivantes que l'efficacité industrielle n'était pas une trahison mais une survie, que satisfaire le consommateur n'était pas une faiblesse mais une stratégie. Il y avait même ceux qui sont devenus diplomates, couvrant des volets en acier et en coton l'alliance qui transformerait ses rivaux en partenaires inséparables. La métamorphose n'était pas seulement économique. C'était une révolution de l'esprit. Le Japon qui est né des cendres de l'occupation n'a plus glorifié la rareté, mais a dominé l'art de la multiplication. Ils ont échangé le culte du sacrifice pour le culte de la productivité, la résilience de la faim pour l'ingéniosité de l'abondance. Les enfants nés dans ce nouveau monde n'ont pas vu dans les hamburgers et les bouteilles vertes la bannière d'un envahisseur, mais les emblèmes d'un avenir qui, pour la première fois, semblait à la portée de leurs mains. Aujourd'hui, ceux qui traversent les rues de Tokyo ou d'Osaka rencontrent un McDonald's à chaque coin de rue, comme un japonais comme izakaya, centenaire, aussi naturel que l'air à couper le souffle. Ce qui était étrange est devenu familier. Ce qui a été imposé est devenu un choix. Mais l'héritage le plus profond de ces rencontres dans les camps de prisonniers n'est pas dans les menus mondialisés, mais au tournant radical d'un état d'esprit. Les prisonniers qui, en 1945, ne pouvaient pas croire à l'existence de nourriture jetable, vivaient pour voir leur pays devenir le laboratoire où le monde a appris que la prospérité n'est pas de la chance, c'est un projet. Que la force d'une nation n'est pas mesurée par ce qu'elle se refuse, mais pour ce qu'elle peut générer. Le verre métallique ne tremble plus. Le hamburger a perdu le pouvoir de faire peur. Coca-Cola n'est plus un mystère effervescent. Mais la leçon reste intacte, aussi dynamique que le jour où le premier prisonnier japonais a mordu un sandwich américain et a compris en un éclair que l'avenir n'appartenait pas à ceux qui pouvaient le mieux mourir, mais à ceux qui pourraient le mieux vivre. Ces hommes ont découvert quelque chose de plus précieux que tout secret militaire, la clé pour débloquer le potentiel humain n'était pas de perfectionner la destruction mais de maîtriser l'art de créer à l'échelle. Et cette révélation, transportée dans des bouteilles en verre et enveloppements de papier, transportait en soi le germe d'une révolution qui réécrivrait les règles de l'économie mondiale. La guerre était terminée. Mais la vraie victoire, l'excès de manque, de précision sur les déchets, l'audace sur le conformisme, ne faisait que commencer. Et son champ de bataille ne serait plus les tranchées, mais les lignes de production. Votre armée ne serait pas des soldats, ceux des ouvriers, des ingénieurs et des rêveurs qui, armés de chronomètres et de feuilles de calcul, conquériraient le monde sans tirer un seul coup de feu.